Fréquence protestante. Anachronique. Alban Guillaumarche. Amis auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anachronique, le premier d'Anachronique confiné sur Fréquence protestante, l'émission qui fait la part belle aux premiers romans, à leurs écrivains, à leur prise de plume et à leur prise de bec. Cette émission, comme je viens de le dire, c'est la première du confinement, enfin de son tome 2. Et soyez assurés que toute l'équipe de l'émission, Thomas à la poésie, Clémence et Ramachandra à la littérature, seront à vos côtés avec moi pour maintenir un lien avec les lettres dans ce monde confiné. Et pour vous aider durant cette période si difficile, l'équipe d'Anachronique se mobilise et vous proposera chaque jour sur nos réseaux sociaux du contenu littéraire. Alors retrouvez-nous dès demain pour vos rendez-vous quotidiens. Mais aujourd'hui, confinement ou pas, nous sommes là avec un primo-romancier qui livre en cette rentrée littéraire un de ses romans dérangeants, ceux dont la lecture vous trouble pendant quelques heures et parfois même quelques jours après en avoir fermé la dernière page. Tom Conan, bonjour. Bonjour. Tom Conan, vous avez publié aux éditions Albin Michel Radical, votre premier roman. Il nous projette au cœur d'une France contemporaine, tiraillée, où cette dernière tension va contaminer une relation passionnelle entre un étudiant de Sciences Po de gauche et un jeune homme d'extrême droite, gilet jaune souverainiste. Alors ma première question est simple, quel est le vrai sujet de votre roman ? La France que vous décriez, ses tensions sociales et politiques, ou le couple qui en subit les tiraillements ? C'est un peu difficile que c'est vraiment les deux, et en fait la difficulté justement sur un plan littéraire, sur un plan de la forme, c'était d'essayer un peu d'embarquer le lecteur dans quelque chose vraiment in medias res d'assez intuitif, d'assez universel, qui est l'expérience de l'amour, donc qui est vraiment quelque chose. Enfin moi je suis un peu dans la filiation de gens comme Alain Badiou qui considèrent qu'on tombe amoureux, donc ça peut vraiment nous vraiment tomber dessus à n'importe quel moment au coin de la rue. Là en venant au studio, j'aurais pu tomber amoureux, donc j'ai vraiment beaucoup cette idée de chute. Donc je voulais quelque chose quand même qui soit quand même d'abord très dans les sensations, dans l'immédiateté, etc. Et encore une fois qui soit universel, et de très vite rentrer en effet dans des problématiques plus sociétales, plus politiques, plus contingentes aussi. Donc voilà, je dirais que les deux s'entremêlent, que dès le départ, même dès le tout début du premier chapitre, j'essaie un peu d'alterner le je-nous, c'est-à-dire tel individu pris dans sa subjectivité et donc qui va tomber amoureux très vite, et en même temps la société française, le contexte politique avec on pourrait dire très très généralement la montée des populismes en France et en Europe en général. Donc en définitive, si je vous comprends bien, finalement le couple est un peu la métaphore du contexte politique qu'il subit, ou ? Oui, alors c'est d'abord encore une fois l'entrée, le point d'entrée. L'idée c'est aussi quand même de surprendre tout de même le lecteur, et donc de l'alpaguer assez facilement, on pourrait dire, de façon à ne pas immédiatement plomber une personne qui serait pas forcément très axée sur ces questions-là, parce qu'il y a pas mal de lecteurs qui peuvent être un peu barbés par les questions d'actualité ou les questions politiques, même si moi elles me passionnent. Mais effectivement oui, ensuite c'est une métaphore. L'idée c'est j'expliquais un peu ça aux commentateurs qui pouvaient un petit peu m'interroger sur le livre. C'est un peu la petite histoire qui rencontre la grande histoire. C'est un Titanic politique. Non mais dans le sens où la relation de couple elle est évidemment centrale pour être compréhensible par tout un chacun, pour nous parler, et on pourrait dire que c'est le fil rouge, c'est-à-dire qu'en réalité évidemment c'est une sorte non pas d'essai déguisé, mais en revanche c'est sûr que c'est un instrument de connaissance. Moi je considère vraiment que le roman doit, ou en tout cas peut être un instrument de connaissance aussi puissant que l'essai par exemple, ou que la chronique, ou d'autres types d'écrits. Mais donc effectivement c'est une métaphore qui ne nous quitte pas du début à la fin. Il y a cette histoire d'amour, on veut vraiment savoir jusqu'où elle va, et en même temps effectivement on veut savoir où est-ce que notre contexte politique, nos différentes fractures peuvent également nous emmener en tant que corps social. Et justement, vous venez de dire à l'instant que vous considériez presque que votre roman pouvait avoir une fonction informative pour son lecteur par rapport à un certain état de la société française. Vous l'avez préparé comment ? Puisque j'ai reçu Aude Lancelin la semaine dernière, et je disais justement que son roman sur les Gilets jaunes était quasi naturaliste, tellement il était
d'une méthode. On ressentait véritablement un travail de recherche méthodologique avant. Vous avez fait comment? Puisque votre roman se rapproche en tout cas dans une certaine approche de la société française. Oui, c'est vrai. Alors moi après, je suis pas journaliste du tout. Moi, je me vois plutôt comme un créatif au sens très large, même si ce terme tellement galvaudé veut un peu rien dire, mais un créateur de contenu, on pourrait dire, pour être encore plus sobre et être startup friendly. Mais au-delà de ça, effectivement, en effet, oui, il y a une dimension naturaliste volontaire, puisqu'effectivement, je me suis quand même immergé un peu comme on préparerait un rôle, hein, comme un comédien préparerait un rôle et voudrait, je sais pas, connaître telle époque, les mœurs de telle société, de telle région, de telle peuplade, etc. Là, en l'occurrence, effectivement, je me suis immergé là-dedans à travers des moyens très modernes que tout un chacun désormais connaît, c'est-à-dire des podcasts, des émissions, des chaînes YouTube, des comptes Telegram, etc. qui m'ont permis... Quand vous dites là-dedans, quand vous dites là-dedans, vous vous êtes immergé dans quel contexte en fait? Puisque plus du côté parce que finalement vous venez déjà de Sciences Po, alors le là-dedans vise plus les gilets jaunes? Ah oui, alors en fait oui, enfin dans la partie écriture, quand vraiment je me suis attelé à l'écriture, il y avait vraiment donc ce travail on pourrait dire de recherche, en tout cas d'immersion quotidienne et quasi permanente. C'est-à-dire vraiment, je parle vraiment du fait de s'endormir avec des podcasts, etc. pour vraiment se mettre dans cette espèce d'ambiance très très malsaine d'ailleurs, dont il est difficile d'en sortir d'ailleurs après. Donc il y avait cette dimension-là, mais effectivement oui, après il y a des bribes, bien entendu, des plus que des bribes évidemment, qui sont après tirées d'expériences personnelles. Mais après moi c'est pas du tout une autofiction, c'est pas un récit non plus à proprement parler, même s'il y a des éléments qui sont piochés là-dedans, et même pour aller un peu plus loin, parce que encore une fois la relation amoureuse, on l'a dit tout à l'heure, s'imbriquait dans ces questionnements plus politiques et plus voilà, qui relèvent plus du collectif et d'une réflexion sur les normes sociales et sur l'aliénation, sur voilà des choses de ce type-là. Mais c'est aussi l'expérience amoureuse elle-même entre les deux personnages, Nicolas et Harry, donc comme vous l'avez rappelé, un étudiant de gauche, un autre gilet jaune tendance extrême droite, moi qui effectivement est inspiré d'une relation moi-même que j'ai vécue. Donc effectivement, ça veut pas dire que c'était une nécessité, mais en effet, moi-même j'ai été plongé dans une relation amoureuse, qui a sa singularité, hein, qui n'est pas celle que je décris, mais qui était suffisamment violente, brutale et totale, on pourrait dire, pour me saisir à un point tel que je veuille déjà écrire quelque chose qui le mette un peu en scène, et ensuite effectivement qui me donne suffisamment d'envie, d'impulsion, parce que je pense justement sur 2 points sur la part de vous dans ce roman. Enfin, j'ai vu dans un de vos portraits dans la presse qu'à seulement 24 ans, je cite, vous êtes ce mec à la mèche blonde d'un lycée de bonne facture des beaux quartiers. Vous ressemblez quand même par certaines facettes à certains de vos personnages. Est-ce qu'on doit lire ce roman comme une forme de portrait de vous, comme vous commenciez à l'évoquer à l'instant? Et même chose sur les questions complexes allant du domaine public à l'appartenance politique et même jusque dans l'intimité. Moi, je me demandais, c'est laquelle la part de vous dans ce roman finalement? En fait, ça n'a pas d'importance. À mes yeux, ça n'a pas d'importance. Je pense que enfin en tout cas du point de vue de la réception, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que évidemment qu'on pioche soi-même, je conçois pas qu'on puisse écrire, même faire quoi que ce soit. D'ailleurs que ça soit un film, un essai, même un article de presse, pourquoi pas, sans piocher, même un podcast, une émission radio, télé, etc., sans piocher un tout petit peu dans sa part subjective, dans son existence et donc éventuellement dans son histoire. Mais donc non, moi il y a des éléments qui peuvent faire écho à des choses que j'ai pu moi-même vivre. Mais ensuite, moi je pense qu'un auteur, je suis un apprenti auteur pour l'instant, donc j'ai pas du tout la prétention d'être écrivain. Voilà, comme on pourrait dire ça comme ça. Voilà, je suis écrivain et toi, qu'est-ce que tu es, maçon, etc. Donc je suis pas encore là-dedans du tout. Mais en revanche, cet apprentissage-là suppose justement une mise à distance. Donc en fait, cette espèce pour ça que je refuse d'être les autres peu importe, mais moi-même je considère pas du tout comme mon travail comme étant, alors naturaliste pourquoi pas, parce que après tout c'est un genre, enfin c'est un style, mais en revanche journaliste non, donc on est vraiment dans autre chose, et vraiment l'idée c'était d'embarquer le lecteur dans quelque chose de différent qui puisse justement se séparer, se défaire au plus possible, enfin en tout cas le plus possible de ma propre histoire, de ma propre subjectivité, justement pour pouvoir m'autoriser beaucoup plus de choses, parce que le problème c'est que la vie, alors certes aujourd'hui on vit dans une époque tellement singulière que le dire la vie réelle nous paraît tellement incroyable, et beaucoup plus incroyable que toutes les séries Netflix les plus invraisemblables, que limite l'écriture d'un roman paraît pas forcément nécessaire, tellement la réalité est déjà
incompréhensible et invraisemblable. Néanmoins, je pense tout de même que voilà, écrire un roman, c'est d'abord se défaire de sa propre vie, de sa propre histoire, etc. Donc après voilà. Mais dans ces cas-là, permettez-moi d'être un temps seulement légèrement désagréable. Est-ce que au final, enfin, vous venez, sans vouloir caricaturer, vous êtes passé par Sciences Po, par HEC, vous avez nécessairement dans le cadre de ce travail romanesque, un point de vue situé. Et je dirais même que vous évoquiez le fait que ce n'est pas important pour la réception. Pourtant, quand on lit notamment Thierry Metz, Le journal d'un manœuvre, qui a été publié cette année chez Folio, qui est un livre un peu plus ancien, on a quand même voilà, le journal quotidien du travail d'un ouvrier qui est véritablement un ouvrier, qui a véritablement vécu cette et qui nécessairement fait quelque chose de plus vrai. Est-ce que vous ne pensez pas que votre point de vue dans ce roman, en tant qu'ancienne étudiante d'HEC et de Sciences Po, reste situé ? Mais il est évidemment situé, mais malgré moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose que je veux forcément pousser de manière volontaire. Ce qui est très différent, par exemple, d'un témoignage ou même d'un récit. On prend par exemple le travail de quelqu'un comme Édouard Louis qui rejette, par exemple, l'idée de roman. Voilà, moi, je me situe absolument pas dans cette filiation, par exemple là, parce que là, évidemment, l'idée, c'est en effet de voilà d'où tu parles et en fonction d'où on parle, on peut effectivement s'exprimer sur certains domaines, ce qui signifie donc, si je comprends bien, qu'on ne devrait pas, en tout cas si on suit cette logique-là, s'exprimer sur des sujets qu'on ne connaît pas. Or, je trouve que c'est quelque chose de totalement de crypto-fasciste d'une certaine façon, parce que ça veut dire qu'en gros, il s'agit d'interdire, à l'avance, on pourrait dire un travail créatif quelconque du fait qu'on ne serait pas suffisamment situé, autorisé à parler. Par exemple, ça nous emmène ailleurs, mais j'ai réfléchi par exemple avec journal Technicart avec lequel je collabore sur la cancel culture par exemple, donc ce mouvement d'annulation d'un ensemble de propos, d'idées et notamment de pratiques esthétiques, alors pas parce qu'elles sont pas situées mais parce qu'elles sont choquantes pour la morale ou qu'elles violent le droit, c'est un autre débat, mais en revanche la réflexion sur la cancel culture c'est justement ça, c'est finalement même toutes les questions sur l'appropriation culturelle, du fait que voilà il serait pas autorisé de faire un film je sais pas sur l'esclavage si on n'est pas soi-même un descendant d'esclaves, enfin voilà, enfin c'est bon, ou plein d'autres exemples de ce type-là qu'on pourrait pas même par exemple écrire sur des gays sans être gay soi-même, ça n'a aucun sens pour moi. Rassurez-vous, j'étais pas en train de vous penser dans des romans sur HEC et Sciences Po, mais parce que c'est une vraie question, je veux dire, c'est une vraie question quand même sur la construction et aujourd'hui dans le contexte de voilà contemporain qui est quand même très très policier sur ces aspects-là, je trouve. En tous les cas, la question que je posais, c'était davantage pour ancrer biographiquement votre roman. Bien sûr, en tous les cas, vous nous dites bien que voilà, je comprends tout à fait l'enjeu. Maintenant, la véritable question que je me suis posée en vous lisant, c'est est-ce qu'il est en train de me raconter une histoire qu'il avait déjà vécue? Mais on peut s'arrêter là dans l'enquête sur votre intimité. Ah non, moi y a pas de problème. Mais ça me permettait juste de rebondir sur des sujets plus généraux. Mais après concrètement, moi, il y a pas de problème pour en parler. Hein, mais on en reviendra. Je pense qu'on reviendra sur les enjeux de littérature en fin d'émission. Avant ça, j'aimerais quand même rentrer un petit peu dans la mystique de l'écrivain. Vous avez écrit comment un jeune, je veux dire artiste, parce qu'après tout, vous n'êtes pas que écrivain. Comment écrivez-vous finalement? Question bête, mais qui suscite pas mal de mystères chez les auditeurs. Vous voulez dire dans la technique quotidien, alors je parlais un peu de ça tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que d'abord c'est vraiment la question d'une énergie. Je crois vraiment que alors je sais plus si c'est pas Houellebecq qui citait un autre auteur et qui disait qu'il avait réussi à écrire un bon bouquin parce que il avait fait pas mal de gymnastique. Moi je pense qu'il y a vraiment une dimension énergétique, on pourrait dire vitaliste, assez forte. Alors en fait plus précisément, moi en l'occurrence c'est plutôt une énergie négative, mais après il peut y avoir des énergies positives. J'imagine que par exemple si on a un intérêt très très fort pour je sais pas tel style de musique, tel type de période historique, on peut sans doute avoir suffisamment d'énergie pour écrire dessus. Moi c'est plutôt une énergie négative, en tout cas jusqu'à présent, parce que la question du négatif, même disons conceptuellement, me passionne, mais ça c'est autre chose. Mais effectivement en l'occurrence un choc, un traumatisme voilà réel, subjectif, et puis après qui peut-être va au-delà du subjectif, qu'il s'agit d'investir dans quelque chose. Je pense que c'est vraiment ça. Il me semble que c'est très freudien comme réflexion, mais c'est le fait d'investir effectivement une énergie, pas un refoulement, pas un non-dit, pas un interdit nécessairement, hein, mais d'investir une énergie dans la création, alors qu'elle soit artistique, scientifique, etc. Ça me semble être l'une des seules voies de salut finalement après un choc.
en termes d'énergie, votre roman, comme j'ai dit en introduction de cette émission, quand on en referme la dernière page, on est troublé, un peu dérangé. Comment est-ce que vous-même vous remettez de l'écriture de ce roman ? Effectivement, effectivement, il y a cette intensité vitaliste, énergétique qui diminue, qui s'écroule, même on pourrait dire à la fin de l'écriture. Je dirais que d'un côté que j'étais quand même soulagé parce que c'était quand même un monde extrêmement noir à mes yeux et en tout cas dont je partage absolument pas, on pourrait dire le geste, parce qu'il y a une sorte de geste qui échappe largement à l'humble auteur que je suis, c'est-à-dire le fait que finalement on est embarqué dans quelque chose qui est plus grand que nous. À un moment donné, la différence, c'est encore Badiou qui disait ça, mais Badiou il dit finalement la différence entre un essai ou un bouquin de philo par exemple, ou de ce que vous voulez, et un roman, c'est qu'un bouquin de philo, a priori on a à peu près un plan, on sait ce qu'on va dire, plus ou moins, alors qu'un roman on ne sait pas ce qu'on va écrire. Et je pense que c'est exactement ça. Et le jeu du roman, qui nous renvoie encore sur la discussion de tout à l'heure sur le naturalisme et le rapport par rapport à l'histoire réelle, le roman, c'est justement se lâcher. Hein, c'est vraiment le lâcher prise, exactement comme un comédien, je pense, le ferait, de façon, dans un certain cadre, bien entendu, dans une certaine intention, mais à pouvoir aller tellement loin que le personnage ou l'histoire peut déborder largement l'intention première. Donc ça, voilà, ça me semble être l'élément... Je sais plus quelle était votre question, mais en tout cas, ça me semble être un élément important. Justement, d'ailleurs, vous disiez à l'instant que vous êtes laissé guider par une forme d'énergie. Moi, la question que je me pose, justement, vous saviez, je vais pas révéler aux auditeurs la fin de l'histoire, mais vous l'avez improvisé ou vous saviez déjà comment elle allait se terminer? Ou est-ce que vous viviez avec vos personnages cette histoire amoureuse passionnelle en même temps? Voilà, donc absolument pas. Je ne savais absolument pas comment ça allait se terminer. C'était un petit peu, en fait, je trouve que quand on écrit, encore une fois, quand on joue le jeu, on peut écrire de mille manières. On va dire, il y a plein de façons d'écrire. Hein. Quand j'écris, moi, par exemple, un article, c'est pas du tout la même chose. De l'écriture romanesque ou d'un plan de roman ou un scénario, etc. Donc, en tout cas, pour le cas du roman, ce que je trouve effectivement passionnant, c'est le fait que, voilà, on doit vraiment lâcher prise et donc on ne sait pas ce qu'on va écrire précisément, on ne sait pas exactement comment ce personnage va évoluer et on est finalement à peu près autant surpris que le lecteur. Le lecteur est peut-être un peu plus passif, quoique, parce que je pense que la lecture, c'est un exercice très actif et d'ailleurs même on sait que on brûle beaucoup plus de calories en lisant, par exemple, qu'en regardant la télévision. C'est quelque chose qui est prouvé. Justement, j'allais y venir. Une question que je me pose à ce sujet, c'est un petit peu la question rituelle de cette émission, je vais vous l'avouer. À l'heure d'Instagram, de TikTok, des séries Netflix, c'est le moment réac de l'émission. Quelle place accordez-vous à la littérature, justement, dans la France que vous décrivez, enfin, dans cette génération, justement en lien avec le fait que ça consomme plus d'énergie ou que ça procure moins de plaisir? Ouais. Alors, c'est vrai que, de fait, dans le roman, les protagonistes ne lisent pas beaucoup. Alors un petit peu, il y a des éléments théoriques qui nous sont rappelés au départ, mais c'est beaucoup plus des éléments scolaires ou alors idéologiques pour le cas du personnage d'extrême droite Harry. Donc on n'est pas exactement dans une lecture, on pourrait dire volontaire, ou une lecture de plaisir ou de même de divertissement. Hein. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus normé, etc. Et voire même qui pourrait ressembler à une volonté de faire du name dropping, comme on dit. Donc le fait d'accumuler un certain nombre de connaissances pour pouvoir les citer dans une conversation quelconque ou dans un débat. Mais donc oui, la place de l'écriture, elle est sans doute en train de décroître dans cette génération-là. Mais après, je trouve que, comment dire, il y a toujours une sorte de... C'est vrai que massivement et quantitativement, on pourrait dire, la littérature décroît. Je veux dire, c'est incontestable. Hein. À un moment donné, il y a une pyramide des âges et moi, je suis très effrayé de ce qui va se passer dans 20 ans parce qu'il y aura des lecteurs qui ne seront plus forcément autant lecteurs qu'aujourd'hui, on pourrait dire. Et donc, le marché du livre, concrètement parlant, parce qu'à un moment donné, si l'industrie ne marche pas, il y a plus de livres. Hein. On peut toujours écrire, mais s'il n'y a pas de lecteurs, ça reste quand même une entreprise assez vaine. Mais oui, donc je suis assez inquiet là-dessus, dans le contexte encore plus aujourd'hui où on sait que manière très très contingente, mais bon, les librairies sont quand même fermées depuis aujourd'hui. Oui. Donc c'est quand même très problématique. Mais après, sur l'avenir, de manière plus générale, au-delà de notre période très conjoncturelle, lié donc au Covid et à ses conséquences, et même indépendamment au triomphe, on pourrait dire, du divertissement en ligne, des plateformes de Netflix et compagnie, je pense tout de même qu'il y a, et je l'ai d'ailleurs
retrouver d'ailleurs dans une partie de cette jeunesse que je décris dans le roman. Il y a quand même toujours une sorte de symbole, de prestige quand même de l'écriture et du livre en particulier, qui a toujours un statut à part. Même par exemple, alors c'est une question qui peut paraître très 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 ennuyeuse, mais par exemple, moi je vois d'un très bon œil le fait que le e-book n'est pas un grand succès. Alors ça a atteint un plateau par exemple aux États-Unis, je crois que ça a atteint 20% du marché, quelque chose comme ça, mais finalement ça a stagné, ça a même baissé les dernières années. En France, c'est même encore bien en deçà de ce chiffre-là. Alors peut-être que ça atteindra un plateau plus important tout de même, mais je pense que voilà, le livre papier, bon après moi j'ai rien que le livre numérique, hein, mais le livre papier, quelque chose de parlant, l'objet c'est quelque chose d'important, et en fait c'est encore une fois c'est pas seulement une évasion. Je pense qu'en fait on met sur le même plan les produits culturels, c'est une expression atroce, produits culturels, voilà. Alors c'est quoi? C'est une chaîne YouTube, en même temps c'est je sais pas, c'est Bach, en même temps c'est Nietzsche, en même temps c'est mon roman, un e-book développement personnel. Tout ça c'est des produits culturels finalement. Pas d'hiérarchie possible, ni de distinction, mais en fait non, on est dans autre chose. Je pense que le livre c'est pas un produit culturel, en fait, c'est autre chose, c'est un produit civilisationnel, on pourrait dire. Voire même c'est un objet de survie, je sais pas, de survie intellectuelle, morale, de sursaut. Voilà, donc en fait le qualifier de produit, et pour ça aussi d'ailleurs que le livre, les maisons d'édition sont pas une industrie à proprement parler, et n'ont jamais, même s'il y a des grands groupes aujourd'hui bien sûr, hein, mais ne sont jamais vraiment considérés comme étant je crois que c'est Antoine Gallimard qui dit ça, c'est pas vraiment une industrie assumée comme telle, et je pense parce qu'effectivement l'objet dépasse largement encore une fois la question de la consommation et de la question de la recherche du divertissement, qui est l'élément central dans les autres types de consommation, dans les films, les séries notamment aujourd'hui. Bon, c'est finalement plutôt positif comme réponse, puisque vous extrayez le livre d'un naufrage, enfin pas d'un naufrage, mais vous extrayez le livre d'une situation qui est souvent trop négative. Oui, ouais, parce que finalement, je pense qu'on est nous-mêmes dans ces jeunes générations, on sent bien qu'effectivement, après, bon, évidemment, on a selon les positions qu'on a dans la société, évidemment, on est plus ou moins enclin à lire. Et moi, je vois toujours quand même autour de moi des gens qui me disent: ah bon, mais tu écris tes livres? Pas même une fois, on m'a dit: mais des livres avec des images ou des des vrais livres en fait, avec des mots et des phrases. Donc, et je parle pas de ça, dire de la part de gens complètement tarés ou sous-doués, hein, des gens complètement insérés, qui ont fait des études, etc. Mais voilà, qui effectivement pensent pas forcément le livre de manière évidente, on pourrait dire. Mais encore une fois, voilà, je pense que juste il faut comprendre, il faut accepter d'une certaine façon, c'est un peu comme le théâtre, que ça restera, ou ça va devenir de plus en plus on pourrait dire un marché de niche, hein, voilà, ou quelque chose qui est réservé non pas à une élite, mais plutôt à des personnes qui aspirent à quelque chose dans leur vie. Parce que faut pas du tout croire que les gens qui lisent sont forcément dans une élite. Enfin, ma mère a pas le bac et elle lit, elle a toujours énormément lu, donc ça c'est pas forcément lié à ça. Sur cette déconstruction du mythe, les gens ne lisent plus, je vous propose, Tom Conan, d'avoir une petite pause musicale. Cher Tom, on va rester sur le sujet de l'amour, puisque votre roman parle bien d'un amour. En effet. Disons en tout cas des rencontres au sein de la génération Y, on va en parler après pour savoir si c'est vraiment de l'amour qui est en jeu dans votre roman, puisque vous dites sur cette société, finalement, on pouvait prendre et jeter 10 à 20 personnes par jour, en rencontrer la moitié, coucher avec une partie tout en se faisant larguer par plusieurs matchs en même temps. Et plus loin, vous continuez. J'avais entretenu quelques mois auparavant une liaison avec un jeune Belge, mais elle était restée purement virtuelle et aucun de nous deux n'avait envisagé une seconde de proposer à l'autre de se voir en vrai, car dans le monde de la liberté, on n'avait pas le droit d'aimer. Première question, qu'en est-il de l'amour dans la génération Y selon vous, et aime-t-on différemment à l'heure des réseaux sociaux ? Alors, est-ce qu'on aime différemment ? Non, je pense qu'on aime exactement de la même manière, c'est-à-dire que l'expérience de l'amour reste déjà universelle, elle ne s'éteint absolument pas. C'est quelque chose qu'on constate dans toutes les civilisations, sur tous les territoires, dans toutes les religions, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Après, il est vrai que les formes, on pourrait dire d'intermédiation, c'est-à-dire vraiment les étapes, les embûches qui nous mènent jusqu'à la rencontre amoureuse, qu'elle soit
soit virtuel ou réel, je veux dire à un moment donné tout de même, c'est-à-dire comme physique, charnel, sexuel, etc. Donc voilà, mais tout ça c'est du détail, je pense qu'évidemment tout ce qui va relever des stratégies en amont, de séduction, etc. Évidemment tout ça a complètement été révolutionné par les applications de rencontres, les Tinder, Grindr, Hornet et tout ce qu'on veut, pour toutes les niches entre guillemets possibles avec les préférences de chacun. Néanmoins voilà, derrière l'expérience d'amour, je pense c'est exactement la même. Alors après c'est vrai que en revanche c'est vrai que les jeunes générations, on est quand même dans, je pense, quelque chose de plus direct. Alors après je parle quand même davantage disons de la communauté, ou en tout cas de ceux qui sont homosexuels dans leur pratique, du milieu gay, homosexuel masculin en particulier. Donc après c'est une frange un peu, on pourrait dire intermédiaire, et donc là pour le coup c'est aussi situé en effet, et donc j'ai toujours un peu plus de difficulté à parler de l'hétérosexualité, ne la pratiquant plus. Néanmoins je suppose tout de même qu'on est tout de même dans quelque chose qui s'en rapproche. Et encore une fois, je parlais tout à l'heure, j'ai évoqué Alain Badiou, parce que j'aime beaucoup ce qu'il dit sur la question de l'amour, parce que finalement il a une vision très classique de l'amour, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il a le côté révolutionnaire, métaphysicien est intéressant, mais son réflexion sur l'amour est beaucoup plus intuitive et compréhensible d'une certaine façon aussi. Et il parle de processus de vérité. Il dit qu'il y a 4 processus de vérité: l'art, la science, la politique et l'amour. Il parle bien de processus, non pas de vérité théorétique, mais et il dit bien que les caractéristiques de ces vérités, donc notamment de l'amour, c'est d'être universel, absolu et infini. Et alors la question universelle, l'universalité de l'amour, je l'ai évoqué. L'infinité, ça c'est encore autre chose, quelque chose qui dépasse, qui dépasse l'expérience sensible. Et l'absoluité, je pense que ce roman, c'est peut-être sans doute un début de réflexion à mon humble niveau, sur l'absoluité de l'amour. Donc sur sa dimension violente. Justement, essayons si on redescend de la métaphysique au monde physique, toujours sur la question de l'amour, moi, ce qui m'a vraiment étonné dans votre roman, c'est la présence des scènes charnelles. Ouais. On en a quasiment, au bas mot, une toutes les 30 de pages. Ouais. Moi, à un moment, désolé si jamais je vous vexe, mais moi, je me suis demandé, est-ce que finalement, il place pas des scènes de sexe à droite à gauche pour redonner un rythme au roman, ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à mettre autant de... Ah non, pour le coup, je dis pas que c'était réfléchi de longue date, mais dans la construction du récit, en tout cas, du roman, du texte, c'était quelque chose de totalement volontaire, parce que l'idée, c'était quand même d'être embarqué dans une forme de vie, on pourrait dire, évidemment une lecture, mais bon, ensuite une forme de vie, une expérience sensible que je veux quand même la plus en effet réaliste possible. Après c'est réussi ou pas, ça j'en sais rien, mais qu'elle soit aussi violente dans ses différentes acceptions. Alors après on peut considérer que le sexe n'a pas besoin d'être forcément violent, en tout cas d'être omniprésent, mais je pense que de fait, peut-être encore plus dans ce type de moment, c'est-à-dire des mouvements à la fois de jeunesse, des mouvements de radicalisation politique, des mouvements on pourrait dire de contamination idéologique, avec tous les guillemets que ça suppose. Effectivement, dans ce contexte-là, qui est brutal, qui est total, encore une fois, qui va vraiment nous investir totalement. C'est-à-dire que je pense que la radicalisation, ce qu'elle a de terrible d'ailleurs, d'assez effrayant et en même temps de captivant d'un point de vue, on pourrait dire du geste artistique qu'on peut faire autour, c'est que justement c'est quelque chose de complet. On n'est pas radical à 14h et on s'arrête à 20h et puis on regarde Netflix. Non, on l'est absolument dans la totalité de la journée, et c'est un petit peu ce que je décris dans ces personnages-là, et notamment avec Nicolas qui se fait contaminer littéralement par Harry sur tous les plans. Et donc effectivement le sexe, et pas n'importe quel sexe, on pourrait dire, pas le sexe bourgeois, mais voilà, vraiment une expérience du sexe, et d'ailleurs pas uniquement avec entre les deux personnages, qu'il y a quelques flashbacks, et notamment il y a un flashback dans une relation hétérosexuelle entre le narrateur et une fille en Corse, et là aussi on est quand même dans quelque chose d'assez pas sauvage, c'est pas le sujet, mais dans quelque chose de très direct, de très cru, parce que je pense que tout simplement que
déjà la jeunesse est quand même dans des pratiques sexuelles qui sont peut-être un peu plus radicales, un peu plus brutales, plus directes qu'auparavant. Ça c'est possible en effet. Encore une fois, l'amour n'a pas disparu du tout, mais par contre le sexe en effet, et notamment dans la jeunesse et encore plus peut-être dans la jeunesse homosexuelle, c'est quelque chose quand même qui est extrêmement présent et qui a quand même encore une fois des acceptions singulières et notamment tout simplement quelque chose de très simple, de très évident pour les auditeurs peut-être un peu plus jeunes, c'est le fait que le plan, ce qu'on appelle le plan, c'est-à-dire le fait d'avoir une relation sexuelle non pas tarifée, mais qui a priori n'a pour vocation que la performance, en tout cas l'expérience physique elle-même, mais sans lendemain, on pourrait dire, sans autre chose. C'est quelque chose qui s'est quand même démocratisé, effectivement, là avec les applications, etc., un peu comme on l'évoquait un peu tout à l'heure. Donc et ça, effectivement, ça pas, encore une fois, fait disparaître l'amour, absolument pas. Ça l'a peut-être fait muter, en effet, mais en revanche, ça a donné au sexe une place quand même assez centrale et encore une fois assez immédiate. C'est-à-dire que on faut quand même réaliser. Enfin, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est connu, mais moi, c'est quelque chose qui m'émeut, mais qui me frappe. C'est-à-dire qu'on peut quand même se retrouver. Alors là, peut-être pas pendant le plein confinement, mais en temps normal, on peut quand même hétéro, homo et à peu près à n'importe quel âge en réalité, je suppose, se mettre dans un café, ouvrir une application ou deux et en 5 minutes avoir potentiellement une proposition sexuelle tout à fait consentie et sans aucune forme d'horreur ou de côté glauque ou quoi que ce soit, hein. Donc voilà, quelque chose de parfaitement de gré à gré, hein, voilà, admis, consensuel, etc. Donc et réciproque. Donc moi je trouve que c'est quelque chose qui fait partie, encore une fois, qui fait partie de cette société-là, de cette jeunesse et notamment de la jeunesse homosexuelle. Bon, justement, on va quitter un instant les terrains de l'amour pour basculer dans le deuxième pôle de votre roman, puisqu'il met en scène une France tiraillée. Finalement, le couple, c'est un peu le couple des incompatibles, de deux France opposées, celle de la rue Saint-Guillaume et celle des ronds-points. Ouais. Et pour l'auditeur, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce qui se joue dans votre roman sur cette certaine idée de la France, presque avec parfois un ton pamphlétaire et sarcastique dans votre roman. Oui, c'est-à-dire que malgré tout, alors il y a pas, je crois pas qu'il faille y voir une thèse parce qu'il y a pas de thèse et de fait. Mais ouais. Il y a bien une idée de la France que vous cherchez que vous cherchez en tout cas à décrire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas une thèse précise, je veux dire, qui va d'un point A à un point B et qu'il s'agirait de dérouler progressivement jusqu'à une explosion à la fin. C'est pas du tout ça, parce qu'au contraire, l'idée c'est plutôt de présenter des thèses possibles, des analyses possibles. Néanmoins, en effet, oui, la lecture que je fais dès le départ, et ça c'est totalement assumé, bien entendu, même si c'est le narrateur qui fait ces commentaires-là, mais de fait, je peux tout à fait me les approprier. C'est en effet, alors après, c'est vrai qu'actuellement, ça a été tellement rattrapé par ce qui s'est passé dans les derniers mois, voire même dans les derniers jours, les dernières semaines, c'est-à-dire, alors pas forcément le séparatisme, parce que bon, ça c'est le terme politique, je me reconnais absolument pas là-dedans, mais en revanche, oui, des fractures, des divisions. Par exemple, il y a Bret Easton Ellis, l'écrivain américain, qui a écrit ce livre White il y a 1 an, où il parlait déjà de ces fractures. Je parle pas au niveau forcément des communautés, hein, mais d'un point de vue idéologique, on pourrait dire, entre, disons, une vision de la société, on pourrait dire centriste ou social-démocrate, centre-gauche, centre-droit, plutôt ouverte à la mondialisation et plutôt connectée et favorable à des échanges plus nombreux. Et moi-même, je me situe aussi là-dedans. On pourrait dire même j'appartiens à cette classe d'une certaine façon. Et de l'autre côté, des groupes, et pas seulement des communautés à proprement parler, mais des groupes assez divers d'ailleurs, qui ne se reconnaissent absolument plus dans ce modèle-là, et c'est quelque chose d'ailleurs qui dépasse largement la France. En France, évidemment, c'est ce sur quoi je me concentre, avec les Gilets jaunes, qu'on a été vraiment la manifestation la plus nette à partir de 2018, et qui continue encore de manière souterraine. Mais ensuite, il y a le même mouvement avec le Brexit en Angleterre, il y a le même mouvement avec ceux qui ont voté pour Trump, qui ont soutenu Trump il y a 4 ans. Après, avec il y a même d'autres mouvements en Europe de l'Est, on le sait également en Hongrie notamment. Donc voilà, il y a d'autres mouvements, on pourrait dire populistes, mais tout le problème évidemment de ce populisme, c'est que ça serait trop simplificateur de le considérer comme étant uniquement un mouvement d'extrême droite, parce que c'est ça effectivement, c'est facile à ce moment-là. Bon, il y a la gauche, et puis il y a l'extrême droite. Voilà, puis on nous présente la chose de cette manière-là très souvent. Alors je pense que c'est beaucoup plus insidieux que ça, parce que ce que j'ai constaté, on pourrait dire dans cette espèce d'enquête, pré-enquête que j'ai faite avant d'écrire le livre, c'est que
que justement en réalité ces populismes, ces mouvements réfractaires, ces gilets jaunes également, qui en sont qu'une des parties finalement de cet ensemble de contestataires très large, c'est que c'était des gens qui étaient bien au-delà de l'extrême droite. Il y a l'extrême droite, c'est sûr, il y a l'extrême gauche, il y en a d'autres aussi. Mais pourtant, avec donc une ambition louable de vouloir en tout cas refléter toute la nuance et la complexité de ces oppositions politiques et de ces tiraillements, quelquefois on a l'impression désagréable finalement que vous mettez peut-être des cases politiques, des attendus, c'est-à-dire que même si l'analyse était juste dans la construction des personnages et des situations, c'était parfois attendu en tout cas. Donc moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez eu le projet de faire un roman sur des archétypes en faisant une sorte de poétique du lieu commun façon Annie Ernaux, ou est-ce que véritablement quel est l'enjeu avec ce genre d'archétype? Moi, c'est vraiment sur ça que je n'ai pas terminé l'interview. Il nous reste le temps de faire 2 questions. Quelle est la place de l'archétype finalement? En fait, elle reste importante en effet parce que en fait le problème, effectivement, je vois ce que vous voulez dire sur le fait que finalement j'ai voulu forcément situer, parce qu'à un moment il était très compliqué. Certes, j'évoque à pas mal de moments et j'essaye quand même de le faire, sans doute de manière insuffisante, d'autres franges, on pourrait dire radicales ou populistes, qui ne sont pas l'extrême droite, qui sont pas le fascisme ou une sorte de revival post-nazi, je ne sais quoi. J'en parle à plusieurs moments, mais c'est vrai qu'à un moment donné, comme il y a quand même cette construction romanesque, c'est pas un essai, c'est un roman, donc il y a quand même des personnages qui ont une trajectoire, et c'est vrai que ces personnages pouvaient pas à la fois être contaminés par l'écologie radicale, l'extrême gauche radicale, l'islamisme radical, l'extrême droite, voilà, il fallait faire un choix. Et en effet, là, de ce point de vue-là, dans ce choix-là, il y avait forcément des archétypes à mettre en avant, ou en tout cas non pas à brandir, mais à manier de façon à pouvoir tout simplement faire cette construction-là. Parce qu'en fait, quand on se radicalise, par exemple, il y aurait eu un autre choix qui aurait été de parler de la radicalisation, par exemple, islamiste, qui est une forme de radicalisation, d'ailleurs assez parallèle à mes yeux, qui en tout cas quand elle atteint évidemment une forme aboutie, on pourrait dire, tragiquement abouti, mais de la même manière que l'extrême droite, et de la même manière également que, j'en parle à certains moments aussi, je parle pas mal d'écologie à certains moments, il y a aussi des formes radicales et qui peuvent être amenées à se développer là-dessus, sur les thèmes de l'écologie, du réchauffement climatique, avec les mouvements Extinction Rébellion, etc. Donc en fait, on pourrait dire c'est ça qui m'intéressait tout de même à la base, l'intuition, c'était je voulais pas cartographier et me concentrer uniquement sur les archétypes ou sur un en l'occurrence, mais vraiment évoquer un petit peu ces points communs. Il y a plusieurs moments, quand il y a le personnage qui part faire un camp, on pense toujours au camp de radicalisation, vous savez, en Afghanistan, en Syrie, etc. Donc ceux qui sont plutôt de l'idéologie islamiste. Mais en fait, c'est voulu expliquer que ça existait dans d'autres franges aussi. Sur la radicalité, sur les on a le temps, ce sera la dernière question. Je vais la faire courte quand même. Vous avez fait HEC, vous avez fait Sciences Po, le marketing n'a pas de secret pour vous. Moi, je vais vous poser une question qui risque sans doute de vexer votre créativité. Est-ce que c'est le même sens du marketing qui vous a amené à choisir des archétypes de personnages? Parce que, après tout, un jeune mec de droite, d'extrême droite, amoureux d'un jeune Science Pix d'extrême gauche, qui plus est en étant gay, ça fait quand même beaucoup plus vendre que si c'était un couple hétérosexuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a du marketing des personnages dans votre choix? Alors moi, après, pour le dire très très brutalement, s'il faut faire du marketing pour vendre des livres, alors faisons du marketing. Non mais je veux dire, à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui faire un livre et sortir un livre, c'est quand même déjà extrêmement compliqué. C'est vrai que les auditeurs n'imaginent peut-être pas forcément, parce qu'ils sont pas forcément versés dans l'édition et dans l'écriture, on pourrait dire professionnelle, sans aucune sans aucune prétention. Mais c'est vrai que faire un livre aujourd'hui, en 2020, c'est très compliqué. Sortir un livre papier, c'est très compliqué. Faire émerger des auteurs aussi, c'est très compliqué. Je remercie d'ailleurs Albin, parce que je veux dire, c'est très compliqué de parier sur des talents, en tout cas sur ce qu'on suppose être des potentiels talents. Et donc il est vrai que oui, c'est possible. Je veux dire, je veux pas le marketing, ou en tout cas les dimensions de publicité, de communication. Oui, traverse aussi ce que je fais. Déjà parce que je le rejette pas entièrement, parce qu'on vit dans ce monde-là, et que entre guillemets, si on n'est pas capable
capable de l'utiliser un minimum, et ben on ne fait rien. Je pense qu'on peut être dans n'importe quelle frange possible. Par exemple, on peut être un média indépendant et faire beaucoup de marketing. Je comprends Mediapart, par exemple, même ce que fait Aude Lancelin, que j'aime beaucoup avec Quartier Général, si je me trompe pas, ce qu'elle a fait avec le média. Il y a aussi beaucoup de marketing et pourtant c'est alternatif. Pourtant, vous voyez. Donc en fait, on peut avoir des choses très. Moi, ce que j'aime d'ailleurs, finalement, on pourrait dire, donc y compris dans ce bouquin éventuellement, c'est à la fois très underground dans certains sujets ou dans certaines manières, en tout cas, de traiter certains sujets, ou peut-être dans un certain ton, ou dans la place du sexe, ou je ne sais pas, ou dans autre chose, ou même dans des thèses ou des auteurs qui sont convoqués ou qui sont évoqués. Et par contre, avoir derrière, effectivement, peut-être même la couverture, les auditeurs peuvent pas la voir, mais elle est très puissante. En tout cas, elle se veut très visuelle et absolument pas minimaliste. Et ça aussi, c'est volontaire. Il s'agit quand même d'attirer quand même le lecteur et de le frapper dans son inconscient et dans sa conscience. Bon, sur cet envoi, sur l'esprit de votre roman et son approche relativement peut-être marketing ou pas, je vous remercie d'être venu, Tom Conan. Merci. Donc, votre roman est à retrouver aux éditions Albin Michel. Ça s'appelle Radical et ça a été publié en cette rentrée littéraire. Merci. Merci à vous.